Alors, je donne la parole directement au docteur Mustafa Dash, qui est juge pénal au mécanisme international et magistrat auprès de la Cour de cassation. Bonjour tout le monde, je suis très heureux et aussi honoré de participer à ce colloque à portée internationale. Je suis également honoré d'avoir à mon côté mon voisin, Dr Riva, qui est symbole de la défense des droits de l'homme au Maroc. Le sujet de mon intervention consiste à parler de la procédure pénale et les droits de l'homme approfondis. Déjà, le titre, il est provocateur, il pose déjà la problématique. Donc, il va sans dire que la rencontre entre les impératifs de la procédure pénale en tant qu'instrument juridique de l'État et les droits de l'homme engendre à un moment ou à un autre un duel, voire une confrontation. Les formalités procédurales tendent à protéger la société tout entière contre le fléau de la criminalité, alors que les droits de l'homme impliquent le respect des libertés et droits fondamentaux de l'individu. Or, la mise en œuvre des dites formalités procédurales empêche inéluctablement l'exercice de certains droits de la personne. En fait, mettre un suspect en garde à vue porte certainement atteinte à sa liberté. De même que perquisitionner son domicile constitue une pure violation de son intimité. Les exemples sont multiples à cet égard. À chaque fois qu'une formalité de procédure pénale est déclenchée, un droit fondamental de l'individu se trouve, d'une façon ou d'une autre, heurté, voire bafoué. Que faire alors? Sacrifier la sécurité et la sûreté des citoyens au nom de la protection des droits de l'homme, ou le contraire, sacrifier les droits de l'homme au nom de la protection de la société? Alors il s'agit évidemment d'un profond dilemme auquel il faut nécessairement trouver une solution. Albert Camus n'avait-il pas dit dans ses carnets: si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Durant la décennie ayant suivi la promulgation de la Constitution de 2011, le Royaume du Maroc a connu d'amples transformations dont l'objectif essentiel était le renforcement des droits de l'homme et la consolidation de l'état de droit. La transformation la plus remarquable reste sans nul doute l'indépendance du pouvoir judiciaire et le détachement complet du ministère public du pouvoir du ministre de la Justice. Et il s'agit là d'une spécificité purement marocaine. Mais elle n'est pas la seule. Le Maroc, conscient de la portée des droits de l'homme sur la démocratie et la souveraineté de la règle du droit, a renforcé les garanties du procès équitable afin de restaurer la confiance des citoyens dans leur justice. Il a ainsi légiféré des mécanismes appropriés qui tiennent leur force et leur esprit des chartes internationales en relation avec les droits de l'homme. Si, en théorie, la coexistence entre les droits de l'homme et les impératifs du droit procédural peut paraître aisée, il en va autrement lorsqu'il s'agit de la pratique judiciaire. Le juge, face à un cas d'espèce, doit prendre une décision souvent immédiate et qui va avoir des répercussions sur l'ordre public et bien évidemment sur les droits fondamentaux du mis en cause. Pour mieux comprendre la complexité et la profondeur du dilemme, il est nécessaire d'évaluer la contrainte qui pèse sur les juges devant les infractions d'une gravité notoire, comme le terrorisme, la traite des êtres humains et les homicides volontaires avec circonstances aggravantes. Le juge, que ce soit un juge de parquet, un juge d'instruction ou un juge de siège, doit accomplir une formalité procédurale. Il est obligé de le faire, comme libérer ou mettre en détention préventive le suspect, opérer des perquisitions, saisir du matériel ou geler des biens. Cette formalité, on l'a déjà expliqué plus haut, va avoir un impact très sérieux sur les droits de l'accusé, voire sur sa vie tout entière. Alors, mon intervention exige tout d'abord la détermination des principes édictés par la Constitution et le Code de procédure pénale, limitant de façon considérable le pouvoir de répression de l'État. Ensuite, il commande une analyse juridique de la jurisprudence marocaine qui tente sans cesse d'établir cet équilibre difficile, mais pas impossible, entre deux intérêts antagonistes,
ceux liés à la protection de la société contre les risques d'une criminalité complexe et croissant, et ceux en relation avec le respect des droits de l'homme devenant de nos jours le socle de toutes les démocraties et l'aspiration de tous les peuples. Tout d'abord, les principes dégagés par la Constitution. En matière constitutionnelle, l'émergence d'un bloc de constitutionnalité a permis d'étoffer le corpus de principes constitutionnels applicables à la matière pénale. Au sein de la Constitution marocaine de 2011 apparaissent comme principes relatifs à la procédure pénale le principe de la légalité. La procédure pénale relève de la compétence exclusive du législateur, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le principe de l'application impartiale de la loi, le principe d'octroyer aux juges la charge de la protection des droits et libertés et d'assurer la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, le principe de la présomption d'innocence, le principe de la motivation des jugements et leur prononcé en audience publique, le principe du procès équitable, le principe de rendre le jugement dans un délai raisonnable, le principe de la garantie des droits de la défense, et j'en passe, il y en a beaucoup. Le temps ne me permet pas de toutes les citer. Il faut se contenter de noter à cet égard que le principe de garantir les droits de la défense, tel qu'il est consacré par la Constitution, ne fait l'objet d'aucune définition précise, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence. C'est la doctrine qui ne vient en secours pour nous fournir la définition suivante. C'est l'ensemble des prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement la défense dans le procès pénal. Il s'agit en réalité d'un principe général du droit qui est appliqué aussi bien par les juges de fond que par les juges de cassation. Les droits de la défense comprennent principalement le droit à l'information de la personne placée en garde à vue des raisons de son arrestation et de ses droits, dont le droit de garder le silence, article 66 du Code de procédure pénale, le droit de désigner un avocat dès le placement en garde à vue, le droit d'assistance à un avocat dès la mise en examen devant le juge d'instruction, le droit à l'information d'un membre de la famille de la personne placée en garde à vue et droit à l'entretien avec un avocat pendant une durée de 30 minutes avant l'écoulement de la moitié de la durée principale de la garde à vue, le droit de pouvoir se défendre devant un juge impartial et indépendant. Concernant le principe de rendre un jugement dans un délai raisonnable, qui est érigé en principe constitutionnel par le législateur marocain, comme on l'a mentionné plus haut, il est important de souligner que la loi n'en donne aucune définition, à l'instar du principe des droits de la défense, et ne détermine pas la sanction en cas de manquement à ce principe. Il revient donc à la jurisprudence d'en déterminer le sens et la portée. Qu'en est-il maintenant des principes contenus dans le Code de procédure pénale? L'harmonisation du législateur marocain en matière de procédure pénale avec les conventions internationales a été dictée par le progrès considérable qu'a connu le Royaume du Maroc au niveau des droits de l'homme. En effet, le Maroc n'a pas cessé ces dernières années de fournir des efforts durables afin de consolider l'état de droit et garantir la protection des libertés individuelles et les droits inhérents de la personne humaine. Le Maroc, à l'instar des pays les plus développés du monde, et en parfaite concordance avec les récentes théories en matière pénale, a dû moderniser son arsenal juridique en matière de procédure pénale afin de protéger aussi bien les droits de l'accusé que ceux de la victime et des témoins, et de garantir les principes d'un procès équitable. La loi 2201 relative à la procédure pénale a consacré d'innombrables dispositions en relation avec la protection des droits de l'homme, et il serait prétentieux de pouvoir les examiner toutes dans le cadre de cette intervention. Nous allons nous contenter de citer quelques principes qui résument à eux seuls l'énorme progrès réalisé par le Maroc dans ce domaine. L'article 1er du Code de procédure pénale énonce déjà à lui seul, en termes clairs, les jalons du procès pénal équitable. Toute personne accusée ou suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie par une juridiction ayant acquis la force de la chose jugée, à l'issue d'un procès équitable où toutes les garanties légales sont réunies. Le doute profite à l'accusé. La lecture de cet article signifie sans nul équivoque que les conditions juridiques d'un procès équitable sont réunies et que le Maroc est engagé à respecter dans le cadre de la procédure pénale les droits de l'accusé,
tels qu'ils sont établis dans les conventions internationales des droits de l'homme. Selon cet article, l'accusé ne doit pas établir son innocence. C'est au ministère public qu'incombe la charge de fournir les preuves de sa culpabilité, et c'est là où le juge doit intervenir pour contrôler la légalité des preuves et en évaluer leur force probante. Il est incontestable de dire qu'en absence de preuves, l'accusé doit être déclaré innocent, et le juge, il est obligé, quant à lui, de bien motiver sa décision de culpabilité sur des faits bien établis. Le pouvoir de conviction des juges de fond à cet égard ne veut pas dire qu'ils peuvent, c'est-à-dire le juge de fond, fonder la condamnation d'un inculpé simplement sur leur intime conviction sans nul besoin de motivation. La Cour de cassation assure un contrôle pertinent à ce sujet, comme nous allons le voir lors de l'analyse de la jurisprudence marocaine. Et je vais passer directement à la position de la jurisprudence, parce que le temps est limité. Alors, la jurisprudence marocaine en tant que garant des principes de la procédure pénale. Le rôle de la Cour de cassation au Maroc en matière de procédure pénale consiste principalement à garantir les principes fondamentaux qui gouvernent le déroulement du procès équitable. Et ce, conformément au traité international en relation avec les droits de l'homme, commençons par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en passant par le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et en arrivant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par les Nations Unies en 1984, et la Convention pour la protection des personnes contre les disparitions forcées de 2006. Le Maroc, en tant que membre actif sur le plan international, veille à instaurer une société caractérisée par le respect des libertés individuelles à travers une justice pénale axée sur le respect des droits de l'homme, en parfaite harmonie avec les grandes orientations annoncées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans sa lettre adressée aux participants au premier congrès international de justice à Marrakech le 2 avril 2018, et dans laquelle il a rappelé que l'évolution de la justice pénale nécessite l'étude des possibilités permettant une harmonisation entre l'obligation d'assurer le respect des droits et libertés et le devoir de protéger les valeurs et les assises de la société marocaine. Nous allons analyser dans cette section des arrêts de la Cour de cassation consacrant l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'impartialité des juges, pour étudier dans un second lieu les arrêts en relation avec le procès équitable et le respect des droits de l'homme. Ce sont des arrêts qui ne sont pas publiés. Alors, le premier arrêt, il date du 13/2/2019. Il s'agit en fait d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, interjeté par le procureur général près la Cour de cassation sur instruction du président du ministère public. Il vise à casser un arrêt de la Cour d'appel n'ayant pas respecté l'article 409 du Code de procédure pénale en aggravant la peine de l'appelant sur son unique et propre appel. La question épineuse qui s'est posée à la Chambre criminelle concernait la qualité du président du ministère public à donner des instructions au procureur près la Cour de cassation pour exercer le pouvoir dans l'intérêt de la loi conformément à l'article 560 du Code de procédure pénale. Ce pouvoir a été exercé par le ministre de la Justice avant l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Chambre criminelle se trouvait alors devant deux difficultés. Alors, la première difficulté découle du texte lui-même, qui stipule expressément que c'est le ministre de la Justice qui doit exercer ce genre de pouvoir. La seconde émane de la loi 33/17, en application du Daïr du 38/2017, qui stipule que le procureur général, près de la Cour de cassation, en tant que président du ministère public, subroge ou remplace le ministre de la Justice dans l'exercice des voies de recours. Après d'amples discussions, la Chambre criminelle a tranché en déclarant recevable le pourvoi dans l'intérêt de la loi exercé par le président du ministère public, consacrant ainsi l'indépendance de ce dernier par rapport au ministre de la Justice et, chemin faisant, consolidant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le deuxième arrêt, en date du 10/3/2021, il s'agit d'une procédure de suspicion légitime exercée par l'accusé en vertu des articles 270 et 271 du Code de procédure pénale.
Cette procédure est déclenchée lorsqu'un soupçon de partialité subsiste envers la juridiction saisie et qui permet à la juridiction supérieure, c'est-à-dire la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la demande d'une partie, de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même nature si le dit soupçon est fondé. Dans cette affaire, l'accusé demande le dessaisissement de la chambre criminelle de la Cour d'appel d'Agadir et le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction de même nature. Il fonde sa requête sur plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut citer la richesse et la renommée du plaignant dans la ville où se situe la Cour d'appel, le refus de la Cour de permettre à la défense d'avoir des copies de documents du dossier, le refus de la Cour d'ordonner une expertise et d'entamer une procédure de fond. La Chambre criminelle a estimé que les raisons invoquées par l'accusé ne sont pas de nature à constituer un soupçon sérieux envers la juridiction qui est chargée du dossier en question et rejette la demande. Si l'impartialité du juge est généralement associée à la neutralité, l'objectivité et l'équité constituent sans nul doute le fondement d'un procès équitable, les parties au procès, en contrepartie, ne doivent pas la soulever à tort et à travers. Le soupçon doit être fondé sur des bases solides. La Cour de cassation, dans cet arrêt, confirme le principe selon lequel le refus de certaines demandes d'une partie au procès ne justifie pas le recours à la procédure de suspicion légitime. Je m'arrête là, donc je vais conclure. En conclusion, je dirais que le Royaume du Maroc a déployé des efforts considérables aussi bien au niveau de la législation qu'au niveau de la jurisprudence afin de résoudre le profond dilemme que nous avons exposé plus haut. Un dilemme qui constitue un grand défi des temps modernes, non pas seulement pour le Maroc, mais pour tous les États du monde sans exception, et dont la solution consiste à établir un juste équilibre entre le pouvoir de répression de l'État afin de maintenir l'ordre et le respect des droits de l'homme en tant qu'aspiration de toute démocratie. Merci. Merci à vous. Merci pour cette brillante intervention. Effectivement, il y a pas uniquement un dilemme, mais il y a des dilemmes. Si vous m'accordez ça. Et puisque vous avez cité au début de votre intervention Albert Camus. Albert Camus, je suis l'un des adeptes d'Albert Camus depuis le collège. Alors je voudrais ajouter à la citation, Albert Camus, lorsqu'il a eu le prix Nobel de littérature, lors de la réception à Stockholm, alors il a dit dans son speech, si ma mémoire est bonne, il a dit que chaque génération se croit peut-être vouée de faire le monde. La mienne ne croit pas le faire. Mais ça marche. Il y a encore plus difficile. C'est d'empêcher que le monde se dépasse. Donc, fin de citation. Donc, je vous remercie infiniment pour d'avoir cité Albert Camus.